Tout de suite, nous allons assister à la seconde table ronde, partage d'expériences sur l'intégration biplurilinguisme dans le cadre scolaire dans trois pays, Cameroun, Côte d'Ivoire et Sénégal. Mais avant cela, je vous fais un petit résumé de la suite de notre programme. À l'issue de cette table ronde, on aura deux ateliers parallèles qui vont se dérouler dans les deux salles annexes, la salle Lacrose et la salle Saloum, qui se trouve sur votre gauche, sur ma gauche, pardon. Ensuite, on aura un petit temps de pause et on aura un second atelier parallèle. Les thématiques, donc l'intégration du biplurilinguisme dans le cadre scolaire, l'équipement des langues. Tout de suite, nous allons accueillir notre seconde table ronde. À la modération, Monsieur Ibrahima Samba de la Banque mondiale, spécialiste en éducation, qui a travaillé sur des projets éducatifs en Gambie, Mauritanie et Djibouti. Actuellement, il se concentre sur le portefeuille de projets du Sénégal dans tous les sous-secteurs. Sociologue de formation, il possède une solide expérience avec les ONG et les cabinets de conseil et recherche. Les intervenantes qui l'accompagneront, Séraphine Bemboli et Philomène Ndissara pour le Cameroun, Madame Massingo Ouattara Sanogo pour la Côte d'Ivoire et Monsieur Papa Ndiaga Diom pour le Sénégal. Sous vos applaudissements, veuillez les accueillir, s'il vous plaît. Merci et bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir de participer à cette session de travail et surtout d'avoir le rôle de modérer cette discussion devant cette auguste assemblée. Sans tarder, je voudrais déjà dire que tout le plaisir que nous avons, mais surtout rappeler que vraiment que le contexte a été bien campé ce matin entre la vision politique que nous avons entendue exprimée par M. le ministre Guirassy ce matin. On a également entendu la leçon inaugurale, le discours inaugural de M. le ministre Mamadou Ndoye, qui a bien campé le sujet. Également, on a entendu de Erin et de Carole, qui ont vraiment montré les évidences scientifiques sur le pourquoi de l'introduction du pluribilinguisme dans l'école, dans l'éducation. Et nous avons également entendu la perspective institutionnelle, un peu des partenaires institutionnels, notamment l'UNESCO. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup fait. Il nous reste maintenant à aller sur l'action et de voir ce qu'on apprend sur le terrain, notamment au niveau des pays. Et pour cela, nous avons le plaisir d'écouter trois pays, la Côte d'Ivoire, le continent, le Cameroun, pour lesquels vous constaterez que nous avons deux intervenants parce que c'est le continent, et puis le Sénégal. Alors, je pense que le contexte est fait, le format reste simple, donc on aura deux séries de questions. Une première série, une question pour chaque équipe, 7 minutes pour répondre à cette question, et ensuite une seconde série de questions pour formuler des recommandations que je rappellerai sur des thématiques précises, et 3 minutes pour ces recommandations. Donc, sans tarder, je voudrais m'adresser pour la première question à Madame Sanogo de la Côte d'Ivoire. Massingo Frangine Sanogo, c'est que la Côte d'Ivoire a entamé cette réforme donc de l'introduction du biplurilinguisme. Je voulais savoir, Madame Sanogo, quels sont vraiment les préalables non négociables pour réussir une introduction du biplurilinguisme dans euh, le secteur de l'éducation en Afrique. Est-ce qu'on peut, de la même occasion, faire passer la présentation de Madame Sanogo?
Sanogo, je rappelle, vous avez 7 minutes, s'il vous plaît. OK. Merci à tous. La question, c'est de savoir les préalables par rapport à l'introduction des langues. Il faut dire que nous partageons ici l'expérience de la Côte d'Ivoire. À ce sujet, on dit qu'une réforme éducative plurilingue en Afrique subsaharienne, combinant langue nationale et langue étrangère, est un projet ambitieux qui nécessite une préparation rigoureuse. Donc, par rapport à l'expérience de la Côte d'Ivoire, nous avons 7 axes majeurs que nous voulons vous présenter pour garantir un peu le succès. Il faut définir un cadre politique clair et volontariste. Je pense qu'on en a parlé suffisamment ce matin. Il faut évaluer la situation socio-linguistique du terrain. Il faut recruter et former du personnel. Ici, moi, je ne dis pas enseignant seulement, je dis du personnel. On va détailler tout ça. Il faut développer les ressources pédagogiques, les outils. Il faut mobiliser la communauté, faire une négociation sociale, un appui institutionnel et financier. Et pour finir, il faut un suivi. Par rapport au premier point, le cadre politique, comme on l'a dit, on a parlé de politique linguistique cohérente. Bon, je ne vais pas trop développer. Ensuite, il faut la prise en compte dans les textes. Donc, si on a une politique linguistique, tout ça, ça peut venir. Donc, il faut vraiment inclure tous les parties prenantes, autorités éducatives, parents, chercheurs. Le deuxième point, c'est la définition de l'évaluation sociolinguistique sur le terrain. À ce sujet, euh, il faut définir une cartographie claire et précise pour pouvoir, pour savoir un peu les langues qu'on peut utiliser dans les classes selon les régions. Il faut s'assurer aussi que ces langues que nous visons sont codifiées, documentées, instrumentées. Il faut faire une étude pour l'acceptation du terrain. Voilà. Je pense qu'à à ce niveau-là, il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais un peu m'arrêter sur un partage d'expérience. On a dit d'analyser la relation affective et symbolique que les populations ont avec leur langue. Il faut dire que le problème des langues est vraiment très sensible. Et l'expérience que je vais partager, c'est en 2001, quand nous avons voulu introduire la langue, on a fait la sensibilisation. Et dans le projet, il y avait un projet d'alphabétisation des parents qui devaient être des répétiteurs. Et à côté de cela, ils étaient alphabétisés en fonction de je veux dire quoi, de leurs activités. Du coup, les parents étaient vraiment très intéressés. Et dans ces premières années, j'avoue que ça marchait très bien. Ils étaient alphabétisés, il y avait un projet agro-pastoral, vraiment, c'était bien. Pour dire à quel point il faut vraiment impliquer les parents. Il faut impliquer la communauté dans ce projet-là. On va passer au troisième axe qui est le recrutement du personnel et leur formation. Moi, je parle de personnel, il faut parler des enseignants, mais il faut aussi parler aussi des encadreurs de proximité. Parce que sans suivi, rien ne peut se faire. À ce niveau, on dit qu'il faut développer des compétences pédagogiques en didactique plurilingue par rapport aux enseignants, par rapport aux encadreurs. Il faut former des personnels, il faut former des enseignants et du personnel capables d'enseigner et de suivre efficacement ce type d'enseignement. Il faut s'assurer aussi de la disponibilité de ce personnel-là à long terme parce que dans un projet plurilingue, selon les contextes, les enseignants suivent les enfants, puisque la formation, si elle est continue, elle est donnée vraiment selon le niveau. Donc, au niveau de la formation, pour vraiment pérenniser la chose, il y a les modules, mais il y a aussi le type de formation, c'est-à-dire la formation initiale ou bien la formation continue. Tout le monde sait que la formation continue est très coûteuse, donc il faut aller vers la formation initiale. Donc, très tôt, si on veut intégrer ce type d'enseignement, il faut vraiment faire cette étude-là. Voilà.
Au niveau du personnel, il faut vraiment de l'incitation. Il faut de la reconnaissance par rapport aux enseignants qui font ce type d'enseignement. Par exemple, pensez un peu au profil de carrière. Voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau des enseignants. Le développement des ressources pédagogiques, ça c'est au niveau des manuels, au niveau des curriculums, tout et tout. On a dit ce matin, il faut intégrer la culture, il faut intégrer le volet culturel dans tout ce que nous faisons. Voilà. Bon, vraiment, je ne vais pas revenir sur tout ça, la promotion de la littérature de jeunesse, ainsi de suite. On en a parlé suffisamment ce matin. Le cinquième point, ça, moi, je me dis que c'est très important, c'est la négociation sociale. Il faut inclure vraiment toutes les parties prenantes. Il faut expliquer le bénéfice de l'enseignement bilingue. Il faut expliquer le choix des langues. Il faut vraiment, il faut expliquer. Parce que ça va, cette explication, cette sensibilisation, tout et tout, va lever beaucoup d'équivoques. Voilà. Je pense qu'on va revenir sur ça au niveau des recommandations. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le sixième point, c'est l'appui institutionnel, hein. Les institutions sont passées ce matin, ils nous ont assuré, mais on se dit qu'il faut une collaboration entre le ministère, dans les pays, selon les contextes, il y a le ministère de l'Éducation, il y a le ministère de la Recherche, il y a le ministère de la Culture, la Communication. Bon, dans certains domaines, les ministères peuvent se retrouver, mais tous ceux-là sont impliqués dans le problème de langue. Les organisations, bon, on en a vu ici ce matin, et il faut aussi que l'État s'implique. Voilà, il faut une intégration et pour cela, nous conseillons de vraiment inclure le problème de langue dans les plans nationaux de développement, dans les plans sectoriels de l'éducation, selon les pays. Voilà, ça peut être d'autres plans, hein, mais moi, je vous parle de la Côte d'Ivoire. Hein? Ça me prend des... Je sais pas, hein? Ok, ça est là. Donc, le septième point, c'est le suivi et la recherche. Il faut mettre en place un système de suivi parce que tout projet sans suivi n'est rien. Il faut véritablement mettre en place un programme de suivi. Il faut encourager la recherche-action parce qu'on est dans le domaine langue. Il y a beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, on a parlé de IA, on a parlé de digitalisation. Donc, tout ça, il faut prendre en compte. Il faut ajuster progressivement, vraiment, en fonction de ces résultats, en fonction de ces recherches, il faut ajuster les données que nous avons. Et nous disons qu'une réforme plurilingue réussie ne se résume pas à un choix ou à un changement de langue d'enseignement, mais repose sur une transformation systémique. Ce mot-là est sorti ce matin. Voilà. Elle doit être accompagnée, contextualisée, soutenue par tous les acteurs concernés et la réflexion sur cette réforme-là doit se mener en amont. En amont. Il faut commencer tôt. Ce n'est pas le jour qu'on va mettre les langues dans la classe qu'on va commencer. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire sur ce point-là. Merci beaucoup, Madame Sanogo. Je vais me tourner. Merci pour les applaudissements. Je me tourne maintenant auprès de Madame Benboli pour apprendre un peu des leçons que vous aurez tirées un peu du processus d'expérimentation et de déploiement de l'enseignement bilingue biplurilingue au Cameroun. Donc, je vous partage le budgetin. Vous avez 3 minutes. Je ne sais pas si on peut avoir notre projection. Ouais, c'est bon. OK. Merci de nous passer la parole. Alors, je circule comment? Voilà, quelles leçons tirées du processus d'expérimentation et de déploiement de l'enseignement biplurilingue au Cameroun? Disons que le Cameroun expérimente le déploiement de l'enseignement biplurilingue à l'école primaire avec le programme Élan depuis une douzaine d'années dans 48 écoles pilotes multilingues, donc 45 publiques, primaires publiques et 4 maternelles publiques. 5 langues ils sont utilisés comme langue d'enseignement, 5 langues nationales, aux côtés des 250 que compte le Cameroun.
Et ces langues-là sont quand même représentatives des 4 aires culturelles du Cameroun. Et le programme touche près de 20 000 élèves et près de 430 encadreurs. Et aux côtés des langues nationales, nous avons comme langue d'enseignement également 2 langues officielles, dont le français et l'anglais. Donc, les leçons apprises de ce processus peuvent être classées dans 2 catégories. Il y a des leçons que nous allons considérer comme des défis à relever et les leçons qui justifient le bien fondé de cet enseignement. La plupart de ces leçons-là ont aussi été énumérées lors des présentations de ce matin. Voilà, comme leçons considérées comme défis, nous avons l'exigence d'améliorer significativement la qualité de la formation initiale dans les écoles normales d'instituteurs pour combler l'écart avec les progrès déjà réalisés dans le cycle maternel et primaire. Cela implique toute une série d'activités dont je ne vais pas lire ça, notant une partie est en cours. Disons que, voilà, on le dit, car est dû au fait que l'expérimentation a commencé à l'éducation de base. Ce n'est que depuis l'année dernière que les enseignements secondaires ont intégré le processus avec l'exigence de l'introduction de l'enseignement, de la didactique du biplurilinguisme dans la formation initiale des enseignants. Nous avons également l'élaboration, nous avons à élaborer et mettre en œuvre une politique linguistique claire et cohérente pour garantir la pérennité et l'efficacité de l'enseignement multilingue. Cela nécessite également une série d'actions qui sont énumérées. Ouais. Voilà. OK. Ce n'est pas facile, hein. Voilà, nous avons également comme autre leçon défi la nécessité de dissiper les préjugés et les réticences face à l'enseignement multilingue en donnant à la communauté éducative des occasions de voir et d'apprécier ce qui se fait dans les écoles multilingues afin de susciter son intérêt et son adhésion volontaire à cette offre d'enseignement. Il s'agit en fait de faire de l'offre d'enseignement multilingue un choix et non une contrainte ou une obligation. OK. Voilà. Madame Bolis, Nous avons? si je peux me permettre de vous demander d'aller un peu plus vite, s'il vous plaît. OK. La nécessité d'améliorer la perception qu'ont les populations de leur langue maternelle par le biais de la sensibilisation accrue en vue de l'obtention de l'adhésion d'un grand nombre à la cause de l'enseignement multilingue. Voilà, parlant de leçons comme justifiant le bien fondé de l'enseignement biplurilingue, nous avons ceci que l'implémentation de l'enseignement biplurilingue actuellement en cours au Cameroun trouve son ancrage dans les documents stratégiques nationaux, à l'instar de la stratégie nationale de développement, elle-même contenue ou alors déployée dans la stratégie du secteur de l'éducation et le cadre logique des programmes au ministère de l'Éducation de base. Ceci a contribué à faciliter la mobilisation des ressources et des PTF, c'est le cas de la facilité régionale qui aujourd'hui accompagne le ministère de l'Éducation de base et le ministère des enseignements secondaires en mettant en œuvre un plan d'action nationale en faveur de l'enseignement multilingue. L'enseignement biplurilingue contribue également à améliorer la qualité des enseignements, des apprentissages et des acquis scolaires, confère les résultats des différentes évaluations
La communication en langue, de même que l'enseignement en langue nationale, renforce l'inclusion, la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Boli. On reste toujours au Cameroun pour demander à Philemon de nous parler un peu de comment l'articulation entre l'enseignement de l'anglais et du français est envisagée avec l'introduction justement de ces langues premières-là. Merci. Merci beaucoup. Cette question rappelle un peu l'organisation du pays, le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays bilingue à la base, ayant pour langue officielle le français et l'anglais. Et Madame Benbouli l'a dit tout à l'heure, nous avons plus de 250 langues. Et très souvent, on nous appelle le continent pour la simple raison que nous sommes une diversité complexe et qui représente un peu l'image de l'Afrique. Voilà, donc, comment va-t-on faire pour gérer l'enseignement de l'anglais et du français en y introduisant les langues nationales? Il faut dire que le Cameroun a procédé à une refonte des programmes des écoles primaires en mettant l'accent sur la massification de la formation initiale pour le niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire CP1, CP2 aussi, le cours préparatoire, en faisant en sorte que lorsque l'enfant arrive achève son cycle primaire, il dispose déjà des compétences en langue officielle, donc notamment le français et l'anglais. Et on estime qu'en lui introduisant une discipline que nous avons appelée dans la réforme des programmes des écoles primaires, la culture nationale et les langues nationales, il sera très facile pour lui d'avoir des compétences solides en langue officielle français et anglais et d'apprendre sa langue nationale sans problème. Cela se passe dès l'école maternelle, au primaire, puis au secondaire. Au secondaire, nous avons une inspection de pédagogie qu'on appelle langue, art et langue étrangère, où on dispense une discipline également qu'on appelle langue nationale, et cela facilite donc la transition de l'enfant lorsqu'il passe de l'école primaire, de la maternelle, au primaire, au secondaire, et il peut pratiquer les deux langues officielles sans problème. C'est un peu plus loin. Bon, en deuxième lieu, on a estimé que le personnel des écoles primaires avait un problème parce qu'ils apprenaient la langue en formation continue. Il y a une réforme des écoles normales d'instructeurs le 4 octobre 2023. Et dans cette réforme, on met en place une école normale que nous avons appelée les écoles normales d'instructeurs bilingues. Et dans la cohorte de ces instructeurs que nous formons, il est question qu'ils disposent des compétences en enseignement bi et plurilingue pour faire en sorte que lorsqu'ils vont arriver dans les écoles primaires, écoles primaires de maternelle, qu'ils soient capables de prendre en charge les langues nationales sans problème. Deuxième stratégie, c'est qu'au Cameroun, il y a une formation que nous donnons à nos élèves du secondaire que nous avons appelé le bilinguisme intégral, où dès la classe de sixième, nous avons une cohorte d'enfants qui font une classe spécialisée où on pratique les deux langues officielles. Cela va nous aider à disposer à la fin du baccalauréat des candidats capables d'aller être formés comme instituteurs dans les deux langues officielles en y ajoutant que les langues nationales, et il sera très facile pour ce cohorte d'instituteurs d'aller prendre en main ces écoles de prendre en main des enfants des écoles primaires et maternelles. C'est un des deux, trois stratégies que le Cameroun utilise pour que les deux langues officielles soient pratiquées par tout le monde, mais au moins dans l'apprentissage des langues nationales,
que ces différents groupes-là puissent permettre de faire en sorte que non seulement ils maîtrisent les langues officielles, l'anglais et le français, mais au moins qu'ils disposent des compétences en les langues nationales. Merci. Merci beaucoup, Philémon. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vais résumer très rapidement en prenant juste quelques éléments de beaucoup de choses ont été dites. J'en prendrai juste quelques éléments en guise de résumé avant de passer à la seconde session. On a entendu de Madame Sanogo donc des éléments comme préalable à l'introduction du biplurilinguisme. Il y en a 7, mais je retiens très bien le cadre politique qu'il faut impérativement asseoir pour pouvoir souvent lancer justement l'introduction du biplurilinguisme de manière qualitative et puis de manière soutenue. Il y a également la question des évaluations, de la cartographie sociolinguistique qui est très importante pour souvent pouvoir adresser les bonnes langues là où il faut et puis assurer la sélection des langues à introduire. La formation des enseignants, le recrutement et la formation des enseignants, c'est naturellement un élément clé extrêmement important comme préalable. La question des ressources, j'en passe, c'est évident pour réussir une introduction et un enseignement de qualité. Il faut impérativement du matériel d'enseignement de qualité, mais surtout disponible. Et le dernier élément, pas du moindre, c'est justement tout ce qui est négociation, communication avec les communautés, les sociétés, pour s'assurer d'avoir une acceptabilité ou sinon un engagement pour réussir l'enseignement bilingue. Voilà donc quelques éléments qui ont été cités ou expliqués comme préalables. En termes de leçons, je pense qu'on a partagé pour le Cameroun en termes de défis et surtout en termes de un peu bien fondé, hein, un peu des évidences de pourquoi il faut aller vers cette introduction du biplurilinguisme dans le secteur de l'éducation. En termes de défis, je pense qu'il y a une exigence d'améliorer la qualité, donc qui est là. Effectivement, comme leçon apprise, c'est extrêmement important. L'autre élément, et c'est en rapport avec la communication et la mobilisation des communautés, c'est de dissiper les préjugés, de s'assurer de donner la bonne information aux communautés, aux parents, à tout le monde sur l'importance et les enjeux de l'introduction du biplurilinguisme. Et enfin, on a l'ancrage de l'enseignement biplurilinguisme dans les stratégies nationales pour mobiliser les financements. C'est entre autres quelques éléments que j'ai retenus, mais il y en a d'autres, hein. Il y a l'articulation donc du contexte, intégration de la discipline dans le curriculum pour assurer justement que l'articulation est bien faite. Il y a aussi donc les stratégies d'agir sur le curriculum depuis la maternelle pour introduire les langues, mais sans également la réforme à mener dans le système de formation des enseignants pour assurer effectivement que les enseignants sont à même de dérouler les enseignements apprentissages comme on dit au Sénégal. Je me tourne vers Monsieur Guillaume Pamdiaga pour on a parlé de l'introduction et justement de l'articulation à faire entre les langues. Maintenant, je voudrais vraiment apprendre de l'expérience du Sénégal sur le passage à l'échelle de l'introduction du plurilinguisme pour une éducation de qualité. Quels sont les enjeux et les défis à ce passage à l'échelle-là? Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette opportunité de partager l'expérience du Sénégal dans l'intégration du biplurilinguisme dans le cadre scolaire. Un chantier que nous abordons comme un processus global de transformation structurelle de notre système éducatif. Nous sommes en train de basculer progressivement d'un système monolingue vers un système bilingue. Et avec la mise à l'échelle du modèle harmonisé d'enseignement bilingue, appelé MOHEPS, le Sénégal a franchi un grand pas, un pas décisif dans la mise en place d'un cadre intégré avec un plan de généralisation, un plan qui a en son sein plusieurs phases, une phase de préparation, une phase de démarrage
aujourd'hui, nous sommes dans la phase cruciale de l'extension qui devrait nous mener vers la généralisation. Et tout cela au service de la qualité des apprentissages, de l'équité linguistique, mais surtout de la justice sociale. Cette mise à l'échelle du MOEPS, c'est vrai, s'inscrit dans une volonté politique forte et on se rend compte que les enjeux et les défis, pour répondre à la question que je vais peut-être présenter de façon succincte, seront illustrés par les exemples tirés de l'expérience du Sénégal en lien avec les étapes franchies. Mais ces enjeux et défis aussi peuvent être lus de façon, en tout cas, transversale et peuvent concerner l'ensemble de nos pays. Cela donc suppose la réussite de cette mise à l'échelle de relever 3 catégories d'enjeux majeurs. La première catégorie d'enjeux est d'ordre institutionnel. Alors à ce niveau-là, il y a 2 aspects ou 2 dimensions. Pour le Sénégal, il s'agit de renforcer l'ancrage durable du MOEPS dans la politique éducative et les cadres de gouvernance. Je pense qu'à ce niveau-là, nous avons une option souveraine et que ce modèle-là est bien inscrit, bien aligné aux documents stratégiques, aujourd'hui en lien même avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui dans son axe 2, en tout cas, travaille pour développer un capital humain de qualité autour d'une vision, nouvelle vision de l'éducation nationale, déclinée en axe stratégique. Et dans ces axes-là, on a vu qu'il y a bien l'axe 4 qui travaille à généraliser l'utilisation des langues nationales dans le Sénégal. Et au-delà, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont pris en compte au niveau des instruments de planification autour du MOEPS, et naturellement tout cela pour montrer le caractère souverain autour des choix politiques très forts. Le MOEPS, il y a aussi un aspect important, c'est voir comment renforcer aussi les mécanismes de financement. Tout à l'heure, je pense qu'on l'a dit, le Sénégal est en train de développer une stratégie autour du modèle de simulation du paquet, pour qu'à terme, en tout cas, le financement de ce modèle-là soit pris en compte dans le budget national. Et cela nous paraît extrêmement important. Alors, ces 2 dimensions-là, pour nous, en tout cas, travaillent à rendre durable cette réforme du point de vue donc de son institutionnalisation. Le deuxième enjeu majeur est d'ordre pédagogique. Et là, il y a 2 volets sur le plan pédagogique. Je pense qu'on l'a dit depuis ce matin. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'enseignement par la mise à disposition, en tout cas par la production de ressources bilingues, mais aussi leur mise à disposition auprès des acteurs. Et cela est important. Et à côté de cette production et de cette mise à disposition des ressources qu'aujourd'hui le Sénégal est en train de développer, nous avons une politique, en tout cas nationale, du manuel scolaire qui libéralise, en tout cas, la production et l'édition. Mais derrière, en tout cas, il y a un dispositif intégré au niveau central avec toutes les structures qui accompagnent, en tout cas, la direction de l'enseignement élémentaire, qui est le centre d'exécution de ce modèle, pour aller vers, en tout cas, le processus et la chaîne de production de livres avec l'apport des partenaires. À ce niveau-là, je pense qu'il faut le dire, 2 volets qui sont complémentaires. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, quand les enseignants sont bien formés et qu'ils ne disposent pas, en tout cas, d'outils bilingues, ils sont limités. Tout comme quand les outils distinguent et que les enseignants, tout comme quand les outils sont disponibles et que les enseignants ne sont pas bien formés, on se rend compte que l'exploitation de ces outils-là, quelque part, peut être limitée. Et cela est très important. Pour dire que ces 2 dimensions qui sont complémentaires, certainement, avec les ateliers, nous reviendrons de façon très pratique comment le Sénégal met en œuvre un dispositif global de formation professionnelle des enseignants, mais un dispositif intégré de production de manuels en quantité et en qualité, disponible à temps pour permettre, en tout cas, aux enseignants de dérouler les enseignements apprentissages bilingues. Le troisième enjeu important, il est d'ordre social, mais surtout inclusif. Je pense que depuis ce matin, on l'a dit, il faudra travailler à valoriser les langues nationales à l'école et surtout renforcer l'équité territoriale en termes d'accès au bilinguisme.
On voit que ces deux aspects-là, sociaux et inclusifs, sont essentiels pour garantir surtout l'adhésion des communautés. Je pense que le Sénégal aussi, dans ce modèle-là, est en train de développer une stratégie de communication, un plan de communication de masse, mais ciblé, qui touche toutes les familles d'acteurs autour, en tout cas, du changement de comportement, mais surtout des représentations autour du bilinguisme. Pour dire qu'on n'est pas dans l'alphabétisation, mais nous sommes en train de développer des langues de scolarisation pour aider à renforcer les compétences de nos élèves. Donc, la prise en compte de ces deux dimensions-là, par rapport à la communication, par rapport à la sensibilisation, mais surtout par rapport à l'équité linguistique, pour prendre en charge, en tout cas, les enfants issus des minorités linguistiques, mais surtout ceux-là qui ont des difficultés en termes de performance à l'école. Cela travaillera certainement à renforcer cette inclusion-là et cette justice linguistique. Donc voilà un peu, de façon ramassée, trois enjeux, entre autres, pas tous, importants si nous voulons aller vers la réussite de cette mise à l'échelle. Mais les résistances sont là. Il ne faudrait pas qu'on les occulte et que certainement, si nous voulons lever ces résistances, valoriser les langues comme outil d'inclusion et de cohésion, cela impose aussi qu'on mette en place, en tout cas, un dispositif pour relever certains de ces défis. Et depuis ce matin, je pense qu'on le dit, essentiellement parmi ces défis que nous avons identifiés au nombre de trois, le premier relève de la soutenabilité. Je pense que la question du financement revient encore une fois. Et c'est extrêmement important de voir que le MOEPS ne pourra s'étendre. On est dans une phase d'extension si son financement n'est pas sécurisé dans le budget de l'État. Parce que simplement, il y a des impératifs de production de manuels, de formation des enseignants, initial et continu, d'encadrement, mais d'ouverture progressive vers d'autres langues, mais aussi d'autres domaines. Nous sommes au moment où nous parlons au domaine langue et communication, et l'extension doit couvrir le domaine mathématique, le domaine éducation à la science et à la vie sociale et le domaine éducation physique, en tout cas sportive et artistique. À la fois, donc, c'est une extension sur le plan donc didactique, sur le plan linguistique et sur le plan géographique. Aujourd'hui, nous couvrons 13 académies sur 16 et naturellement, en tout cas, cette extension-là suppose un financement, en tout cas dédié, sécurisé pour aider à aller au-delà. Mais cela n'exclut pas, en tout cas, l'apport des différents partenaires, tout comme les partenaires techniques et financiers, tout comme le secteur du privé, entre autres, en tout cas, partenaires qui pourront appuyer ce financement-là. Donc, ce défi, il est vraiment là, oui, de raccourcir. Le deuxième défi, c'est celui de la pérennisation. Je pense que c'est ressorti ce matin. Dans la mise à l'échelle, naturellement, il ne s'agit pas de reproduire un modèle, mais il faut travailler à pouvoir l'adapter. Et cela suppose qu'on ait un dispositif de suivi et évaluation robuste, alimenté par la recherche, ce qui est en jeu pour nous, pour ajuster, en tout cas, réguler et éclairer les prises de décision. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, nous avons un dispositif qui est très fonctionnel, autour duquel nous sommes en train de développer des stratégies. Et pour terminer, le dernier, et pas le moindre, il est d'ordre socio-communautaire. On ne le dira jamais assez. La réussite de l'enseignement dépend aussi de l'adhésion des communautés, des enseignants, des familles, de toutes les familles d'acteurs. Et la déconstruction des préjugés sur le bilinguisme qui freinent encore doivent en tout cas être un enjeu de taille. C'est un défi qui est là, autour des bénéfices du plurilinguisme. Cela nous aiderait, du cas, à développer donc le caractère identitaire, mais surtout notre ouverture pour la réussite de cet enseignement biplurilingue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sans tarder, je pense qu'on va passer dans la deuxième série de questions qui est consacrée totalement aux recommandations. On démarre avec Madame Sonogo. Madame Sonogo, si vous pouvez nous donner deux actions vraiment prioritaires dans l'intégration d'introduction de l'enseignement biplurilingue. Bon, j'avoue que j'ai l'embarras du choix. Il y a tellement d'actions prioritaires, mais je partirai sur deux actions. La sensibilisation, la formation. Parce que je me dis qu'à travers ces deux-là, on peut retrouver les autres. Quand je parle de sensibilisation, il y a la négociation sociale. La sensibilisation va prendre en compte tous les acteurs. Chacun, selon son niveau, sera sensibilisé de manière particulière.
Quand on va prendre les politiques, il faut savoir ce qu'il faut dire aux politiques. Quand on va prendre la communauté, il faut savoir ce qu'il faut dire à la communauté. Quand on va prendre les partenaires techniques et financiers, il faut savoir ce qu'il leur dit. De sorte que toutes les entités concernées soient vraiment mobilisées autour de cette chose-là. Et au niveau de la sensibilisation, il y a un point qu'on oublie, ce sont les enseignants. On a beau faire des manuels, on a beau former les enseignants, on leur a on leur donne tout. Mais tant qu'on n'a pas dit à l'enseignant le rôle qu'il joue dans le processus, ce sera peine perdue. Tant que l'enseignant ne se sent pas véritablement acteur, ne se sent pas véritablement concerné par la chose, en fait, c'est un peu le cas de toutes les réformes que nous faisons dans l'éducation nationale. Tant que ces enseignants-là même qui sont... Parce que tout ce qu'on fait là, c'est eux qui sont en classe avec les enfants. Donc, j'insiste sur ce volet-là. Parce qu'on a parlé des sensibilisations, on a parlé des négociations sociales, on a parlé des financements. Mais ce volet enseignant-là, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Voilà, au niveau des communautés, qu'on sache ce qu'on va leur dire. C'est des choses, on en a parlé longuement. Merci. Le deuxième point, c'est la formation et le curriculum. Il faut qu'au niveau de la formation, on sorte de la formation continue. On aille vers la formation initiale. Et dans cette formation initiale, il faut choisir les modules à donner à l'enseignant, de sorte que ces enseignants-là soient capables d'enseigner en contexte bilingue, biplurilingue, de sorte que les encadreurs de proximité, que sont les conseillers, les inspecteurs, les cadres de l'éducation, que tout cela soit formé au suivi de ce type de projet. Vraiment, c'est important la formation. Il faut qu'on sorte de la formation continue. Et au niveau des curriculums, il faut introduire l'usage des langues de manière structurée. Il faut définir à quel moment on va introduire la langue. Il faut définir à quel moment les 2 ou 3 langues seront en contact. Il faut définir, il faut définir, il faut définir. Donc, il faut la conception d'un curriculum qui soit graduel. Début de scolarité, les étapes du français, de l'anglais, si possible de l'arabe dans certains pays, la production de manuels, d'outils didactiques, l'environnement lettré. Voilà un peu des aspects. Mais je dis que on pourrait aller sur d'autres choses, mais comme on m'a demandé deux, je conclue pour dire qu'en investissant dans la sensibilisation et la négociation sociale dès le début, ensuite la formation des enseignants, puis structurer un curriculum bilingue réaliste, les pays francophones subsahariennes peuvent réussir l'introduction progressive d'un enseignement plurilingue durable en construisant une éducation inclusive, efficace et respectueuse de leur identité linguistique. Merci, Madame Sanogo. Je passe à Madame Benboli et à Philomène pour des recommandations, peut-être chacun une recommandation sur le déploiement du biplurilinguisme en Cameroun. Merci beaucoup. Je crois que pour nous, c'est une recommandation. C'est qu'il faut qu'on définisse une politique et plurilingue de linguisme claire pour chaque pays. Cette politique va prendre en compte les différentes orientations sur lesquelles on va travailler. Cette politique va définir le niveau des enseignants bi et plurilingues et tous les autres outils qui vont accompagner la mise en œuvre de cette politique vont être élaborés par ceux qui vont mettre en œuvre la politique. Parce que globalement, on s'appuie sur les appuis des organisations, alors que chaque pays ne dispose pas d'une politique définie, claire, qui donne les orientations aux parties prenantes de mise en œuvre. Pour moi, la proposition que j'ai faite comme recommandation pour le Cameroun, c'est qu'on définisse une politique de mise en œuvre de plurilinguisme clair pour chaque pays et le reste va s'enchaîner tant pour la formation que la production des outils. Merci. Merci beaucoup avec vos applaudissements. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Peut-être on va donner la parole aux participants pour prendre 2 questions et je vais vous demander d'être concis dans la formulation de la question pour permettre de répondre. Oui, merci. Donc, on a Monsieur oui, pour les recommandations.
Ah oui, excusez-moi, donc le temps nous presse et j'ai failli omettre le Sénégal. Donc, donne la parole à Pam Ndiago Diom pour formuler les recommandations sur le passage à l'échelle au Sénégal. Deux recommandations rapides en 2 minutes et puis on revient aux questions. Merci. Désolé. Oui, vous me permettez d'aller au-delà de deux au regard de la dimension capitale de ce processus de mise à l'échelle. Alors, des défis, pas tous, ont été partagés. Et pour les surmonter, le Sénégal mise sur certains leviers principaux. Le premier, je pense qu'on l'a dit, c'est la soutenabilité et la viabilité financière. En tout cas, en intégrant le MOEPS dans les mécanismes budgétaires de l'État, naturellement avec l'appui coordonné et harmonisé des bailleurs et autres partenaires financiers. Le deuxième levier, c'est la consolidation, on insiste sur le mot, du dispositif intégré de professionnalisation des enseignants, mais aussi de production de ressources biplurilingues de qualité. Nous y sommes certainement, les ateliers nous permettront de revenir sur tous ces deux dispositifs à consolider. Ensuite, le renforcement de la synergie entre la recherche, la pratique pédagogique et les institutions. Je pense qu'on l'a dit ce matin, ça permet en tout cas cette synergie de prendre les bonnes décisions fondées sur les preuves pour assurer en tout cas cette mise à l'échelle réussie. Et enfin, la mobilisation sociale pour créer, comme on l'a dit tout à l'heure, j'emprunte le terme donc à Monsieur le ministre, pour créer un écosystème favorable à l'épanouissement des langues à l'école. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous avons deux intervenants ici au milieu, ensuite Shelly, et on a un troisième exceptionnellement. On est obligé d'arrêter. Si le temps permet, on peut revenir au quatrième. Merci beaucoup. Alors, merci. S'il vous plaît, présentez-vous et posez vos Oui, oui. questions. Je m'appelle Djibril Sané. Je suis référent enseignant du Bureau international d'éducation de l'UNESCO basé à Genève. C'est d'ailleurs à ce titre que Omar Cham m'a invité. Je le remercie pour cette invitation. En même temps, je voudrais aussi remercier le camarade Loïc, qui en 2016 m'a permis de co-animer une conférence à l'Université du Québec à Montréal sur cette problématique, mais articulée aux technologies de l'information et de la communication. Fondamentalement, je ne sais pas si c'est des questions ou c'est des... ou juste pour moi, c'est des inquiétudes. C'est plus que des inquiétudes. Alors, depuis ce matin, la perception que j'ai des communications tourne autour des enjeux éducatifs du plurilinguisme ou du bilinguisme. On ne peut pas isoler aujourd'hui le plurilinguisme et le multilinguisme des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects technologiques, de toute cette transformation à la fois démographique, sociale, économique et culturelle. Par exemple, je prends l'exemple du Sénégal. Dans les défis, on parle de soutenabilité, on parle de mobilisation communautaire, mais l'enjeu réel aujourd'hui, en termes du multilinguisme et du plurilinguisme, c'est la codification des savoirs millénaires des langues africaines. Je rappelle que 31 à 33% du patrimoine linguistique mondial appartient à l'Afrique. Mais dans le superespace, nous ne sommes même pas à 6%. Alors, si ce défi n'est pas relevé, c'est que nous passons à côté du 21e siècle. Mais l'autre défi, si aujourd'hui, les systèmes éducatifs n'apportent pas une réponse à l'appel prophétique du grand savant Amadou Hampâté-Bâ, qui disait en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. On passera à côté de ça. Parce que justement, le camarade Noël l'a annoncé, aujourd'hui, on est dans des sociétés du savoir et de la connaissance. La perspective économique mondiale, ce n'est plus les ressources naturelles, mais c'est le savoir et la connaissance. Comment repositionner le plurilinguisme et le multilinguisme dans son contexte économique? Si nos systèmes éducatifs ne relèvent pas ce défi-là, à mon avis, on n'apportera pas de solution durable. L'autre défi, comment articuler... Monsieur, est-ce que je peux vous permettre je termine de rapidement pour permettre aux autres de prendre la parole. Je termine, parce que c'est important. Comment articuler aujourd'hui le dividende
linguistique au dividende numérique d'une part, mais comment articuler aussi le dividende linguistique au dividende technologique, parce qu'on est dans un monde de dividendes technologiques. Pour ma part, voilà les véritables défis auxquels le plurilinguisme et le multilinguisme en Afrique est confronté. Je vous remercie. Excusez-moi de voir. Merci beaucoup, Monsieur Lee. Monsieur Lee. Bonjour à tous. Merci vraiment aux organisateurs. Je m'appelle Mamadou Ly. Je suis le directeur général de l'ONG ARED. J'ai suivi les processus d'introduction des langues dans les différents pays, en tout cas que je connais. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pendant qu'il y a beaucoup de forces qui tirent le bas quand on avance. Et c'est pourquoi je me pose des questions et je pose la question aussi aux panélistes. Est-ce que le changement des régimes et l'instabilité institutionnelle avec les changements des ministres et tout ça ne constituent pas parfois aussi des facteurs de menace pour ces processus? Surtout quand je vois, par exemple, je suis pas sûr, mais je pense qu'à un certain moment, on disait des pays comme le Burkina, le Mali, le Niger étaient beaucoup plus en avance que le Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal est presque quand même positionné comme un pays très en avance. Est-ce qu'il y a des facteurs de menace qu'il faudra vraiment, sur lesquels il faudra alerter? Merci. Merci beaucoup, monsieur. On prend un dernier intervenant. Après, on donne la parole. Oui, allez-y d'abord. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Samba Diaringa, je suis formateur d'enseignants. Je voudrais interagir sur le point concernant la formation des enseignants qui constitue un déterminant majeur, selon en tout cas les littératures consacrées, de la qualité des apprentissages. Alors, la question c'est comment le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso ont intégré dans le curriculum de formation des enseignants la didactique du bilinguisme, mais aussi comment ces enseignants sont déployés sur le terrain en fonction de leur spécialisation et selon l'aménagement linguistique en général. Voilà les deux questions que je... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais demander, excusez-moi monsieur, mais je voulais juste demander si on peut donner la parole à un enseignant. Est-ce qu'il y aurait un enseignant volontaire pour partager un peu son avis, recommandation sur la question de la formation? On vient d'entendre la perspective d'un formateur, mais ce serait bien d'entendre la perspective d'un enseignant. Ou une enseignante. Ouais. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ndeye Issa Ndiaye. Je suis enseignante en deuxième année à l'école d'application du CRFPE de Fatick. Dans notre école, comme dans d'autres écoles du Sénégal, nous appliquons le MOEPS, le modèle d'enseignement bilingue. Je voudrais partager avec vous mon expérience sur la formation continue, le matériel pédagogique, le renforcement linguistique et les résultats chez les élèves. La formation continue. J'ai suivi une formation de base sur la didactique bilingue, sur les approches méthodologiques et didactiques. J'ai appris à utiliser les guides scriptés, à faire un enseignement explicite et à accompagner les élèves dans l'apprentissage du décodage et de la compréhension de la lecture. Ensuite, on a eu à participer à des sessions de formation, à des cellules de remédiation, des cellules pédagogiques internes et externes, et à des séances de coaching. Des séances d'encadrement assurées par les directeurs et les inspecteurs. Ces accompagnements m'aident à améliorer ma pratique de classe chaque semaine. Pour le matériel pédagogique, des outils pédagogiques sont fournis à temps et sont bien adaptés. On a les guides scriptés qui m'aident à organiser mes leçons étape par étape, les manuels disponibles en langue nationale L1 et en français,
Bye. Pas grave. Oui, Tu résumé. je vais résumer. Donc, Oui, je vais résumer. Ensuite, on a les manuels qui sont disponibles en langue nationale L1 et en français. J'utilise aussi les planches alphabétiques pour aider les élèves à mieux comprendre l'alphabet dans la L1 et la L2 avec des images et des mots référents. Grâce à ce matériel, je peux guider mes élèves progressivement vers la lecture fluide en commençant par la conscience des sons. Pour le renforcement linguistique, en tant qu'enseignante, j'ai aussi bénéficié d'un renforcement linguistique. Cela m'a permis d'améliorer ma lecture et mon écriture dans la langue nationale à travers des modules de formation spécifiques. J'ai également appris à utiliser la terminologie adaptée pour enseigner plus clairement dans la langue des enfants. C'est un point très important car pour bien enseigner en bilingue, il faut que nous, enseignants, soyons aussi à l'aise dans les deux langues. Résultats chez les élèves, grâce à tout cela, les résultats sont visibles dans ma classe. Les résultats sont visibles dans ma classe. Les enfants comprennent mieux les leçons. La plupart savent lire des mots et des phrases simples dès les premiers trimestres. Ils sont plus motivés, posent des questions et participent avec confiance. La communication devient fluide. La L1 aussi nous facilite l'apprentissage de la L2. En conclusion, l'enseignement bilingue bien accompagné n'est pas une contrainte, mais une vraie opportunité pour améliorer les apprentissages. Je souhaite que cette approche soit renforcée et élargie à d'autres écoles pour que tous les enfants puissent réussir en apprenant dans leur propre langue. Je vous remercie. merci beaucoup, Naïssa. Je vais retourner aux panélistes pour répondre aux questions. Je sais pas qui veut commencer. On a une question sur l'enjeu de la codification du patrimoine, donc, et sur la dividende technologique. Je sais pas qui veut répondre à cette question. On a également une question sur l'instabilité politique, les changements de régime comme facteur de blocage de l'intégration du bilinguisme ou du passage à l'échelle. Et ensuite, on a la question de l'intégration de la didactique du bilinguisme dans la formation des enseignants. Donc, on a ces trois questions. Donc, la parole à qui veut démarrer? Sanogo? Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Bon, je pense que chacun va répondre selon son expérience. Au niveau de l'instabilité politique, euh, c'est pour cela que nous avons dit que il faut une vision politique. Si nous avons des textes forts, nous disons que l'administration, c'est une continuité. Si nous avons des textes forts au sein desquels, je veux dire quoi, tout le processus bilingue est intégré, que ce soit les tests politiques, que ce soit les tests scolaires, ainsi de suite, je pense que quelle que soit l'autorité qui viendra, les constitutions ne se changent pas du jour au lendemain. Donc, à mon avis, c'est vrai, l'instabilité politique peut jouer, mais si les tests sont forts, les tests seront au-dessus de cette instabilité politique. Maintenant, concernant l'intégration au niveau de la formation, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes plus ou moins au début. Nous sommes encore au stade de la formation continue. Et cette formation continue, comme elle l'a dit tout à l'heure, on donne les rudiments aux enseignants qui ont une formation initiale classique. Et ces rudiments-là, c'est quoi? On leur donne une formation en didactique bilingue, on leur donne une formation en linguistique appliquée, ainsi de suite. Et selon le modèle choisi, nous, par exemple, on a l'approche élan. Et cette didactique-là, concernant l'approche élan, nous leur donnons ça, nous leur donnons vraiment les rudiments pour faire le transfert, ainsi de suite. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là en intégrant au niveau de la formation initiale, du curriculum des écoles de formation initiale, des modules, les mêmes modules là, mais beaucoup plus développés. Parce que si c'est en formation continue, c'est une histoire de 10 jours, d'une semaine, alors que si c'est en formation initiale, l'enseignant aura 2 ans ou 3 ans selon les pays.
Voilà un peu ce que je peux dire sur la formation et puis sur l'instabilité politique. Merci beaucoup, Mme Sanogo. Donc, on passe à Philomène, après on revient à Pape Ndiaga. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'au Cameroun, nous, on a commencé avec la formation initiale, en mettant un accent particulier sur les didactiques, didactique de la langue nationale, didactique d'anglais, didactique du français, et la didactique de l'enseignement bilingue. Cette didactique fait une progression dans la formation initiale des instituteurs, pour la simple raison qu'à un moment, l'enseignement bilingue était ce que d'autres appellent la diglossie, c'est-à-dire on faisait l'anglais à côté du français et on estimait que les deux pouvaient se joindre et devenir des bilingues. Or, il était question, avec ça, chacun se formait dans sa langue, mais était incapable de pratiquer l'autre langue. Donc, la progression que nous avons maintenant, c'est qu'on puisse faire une didactique bilingue et qu'on fasse une formation bilingue à tous ces instituteurs et qu'à la sortie, qu'ils disposent de la compétence à la matière. On fait également la même chose dans les didactiques des langues nationales. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre à la disposition des enseignants des compétences de base en la matière, quitte à ce que lorsqu'ils vont arriver dans leurs aires géographiques, ils puissent utiliser les connaissances scientifiques à la matière pour pratiquer la langue où ils sont enseignés. Derrière que on s'appuie sur le fait que les intéressés devraient disposer des compétences naturelles dans la langue avant d'être locuteurs de la langue concernée. Bon, la troisième question sur l'apport de la technologie, je crois qu'on devrait en faire une plus-value dans cette conférence. Probablement que les organisateurs n'ont pas mis un accent sur ce côté-là. Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne ça comme une plus-value de ce colloque. Les transitions politiques, ça, je vais donner un avis personnel. Il faut dire que j'ai comme l'impression que chez les Africains noirs, la politique domine tout. Et en proposant que nous puissions mettre en place des politiques solides, comme l'a dit notre collègue de la Côte d'Ivoire, cette politique sera au-dessus des hommes. La preuve, voilà notre aîné qui nous avait fait des propositions à une époque et il continue de faire des propositions jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus au gouvernement, mais sa vision du système éducatif continue de fleurir en Afrique et on continue d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Donc, je souhaite quand même qu'on aille au-delà de... Est-ce que je peux appeler ça de... C'est une ingratitude de penser que toute vision politique d'un homme devrait avoir un impact sur la vision éducative de chaque pays. Ce serait pour moi une aberration. Merci beaucoup. Merci, Philomène. Peut-être Ben Boli rapidement, et puis on revient à Merci. Pape Ndiaga. Moi, je vais m'attarder un peu sur l'importance de la prise en compte du numérique et de la technologie dans tout ce que nous faisons autour de l'enseignement multilingue. Tout simplement pour dire que la politique de l'utilisation du numérique qui nous est aujourd'hui imposée n'a pas laissé de côté les langues nationales, de même que nos cultures. Donc, pendant que nous sommes en train de définir les contenus que nous mettons dans des plateformes numériques à la disposition des enseignants et des élèves, il est également développé des contenus relatifs à nos langues, à la promotion de nos langues nationales et également à la promotion de notre culture. C'est vrai que nous ne sommes qu'au début de tout ceci, mais voilà, ça promet, cela est prometteur de ce que notre culture n'est pas laissée de côté. Donc, nous n'allons pas aller plus vite que la musique. Je l'ai lu tout à l'heure au bas d'un exposé. Nous ne pouvons pas aller plus vite que La la musique. musique. Merci beaucoup. Pape Ndiaga, quelques éléments de réponse? Voilà, merci pour ces questions extrêmement importantes. Je pense qu'à la question de l'adressage des défis, d'un côté, en tout cas pour le plurilinguisme, du numérique et du développement de l'autre côté, elle est très pertinente. Moi, je pense que ces défis-là sont au cœur des transformations de nos systèmes.
on ne saurait les aborder de façon singulière. Et je pense que leur articulation doit passer par des stratégies. Et au Sénégal, aujourd'hui, je vois que on est en train de faire des pas. Je pense qu'on l'a dit, si la formation coûte très cher et elle est déterminante pour réussir le plurilinguisme, nous sommes en train de voir comment, en tout cas, optimiser les temps de formation et renforcer, en tout cas, le partage des ressources. Dans le dispositif du MOEPS, je pense qu'il y a un collègue qui doit intervenir sur cela. Nous avons une plateforme e-learning qui permet de continuer la formation en présentiel en mettant en place, en tout cas, un dispositif de partage de toutes les ressources liées avec la didactique et le renforcement linguistique. Nous savons combien c'est difficile. Je pense que ce matin, on l'a dit, quand un enseignant n'est pas locuteur natif et doit prendre en charge, en tout cas, une école où la langue maternelle n'est pas la langue de l'enseignant, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'aujourd'hui, cette plateforme est mise en place. Et à chaque fois qu'on finit les formations en présentiel, on embarque toutes les ressources numérisées dans cette plateforme pour réduire les temps de formation, mais pour renforcer les dispositifs, et c'est extrêmement important. Au-delà, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de travailler autour d'une commission nationale de mise en place des terminologies numériques. Et cela dépasse même le cadre du bilinguisme et touche un peu à l'alphabétisation et à d'autres corps de métiers qui permettraient en tout cas de travailler autour de la valorisation de nos langues nationales. Et cela, je pense que c'est important. On ne manquera pas de revenir sur cet aspect-là. Entre autres aspects, en tout cas, plusieurs plateformes numériques pour aider à accompagner le dispositif. Mais au-delà, comment utiliser en tout cas l'intelligence artificielle, entre autres, pour aller plus loin. Et la stratégie qui m'apparaît peut-être la plus pertinente, c'est comment travailler autour de la révision des curricula ou de la réforme curriculaire pour que véritablement les contenus puissent intégrer ces dimensions-là qui vont au-delà du bilinguisme pur pour prendre en charge d'autres aspects liés au développement. L'autre aspect aussi, c'est la question du défi lié à l'alternance politique. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu de l'ancrage institutionnel est un enjeu de taille. Si l'ancrage institutionnel est faible, souvent, le changement de politique ou d'alternance peut en tout cas être un frein au développement du plurilinguisme. Entre autres aspects liés, en tout cas, au plaidoyer. Et ce matin, je pense qu'on a appris, quand, en tout cas, monsieur le ministre a parlé de cette élite à ce niveau-là où il faudra travailler encore pour que l'appropriation de ce dispositif puisse aider à le pérenniser, quelle que soit en tout cas l'alternance ou le changement au niveau de nos États. Je vous remercie. Merci, Pape Diagadion. Voilà, donc nous sommes à terme de ce partage d'expérience partant de la Côte d'Ivoire avec l'intégration, le Cameroun pour asseoir à travers le curriculum et surtout l'articulation entre les différentes langues et le passage à l'échelle avec le Sénégal. Moi, je retiendrai trois choses dans les différentes interventions. La première, c'est l'importance d'avoir un cadre institutionnel légal très bien assis, bien développé, élaboré, qui permet justement d'orienter vers le deuxième élément, à savoir la sécurisation du financement. C'est impératif pour réussir le biplurilinguisme d'avoir un financement bien établi, bien pensé et surtout sécurisé en mobilisant à la fois les partenaires, mais surtout l'État. Et le troisième élément, je pense, c'est la mobilisation communautaire à travers la sensibilisation, la communication, etc. Et cela ne transcende pas du tout des aspects extrêmement importants à l'intérieur de tout ce processus, à savoir la disponibilité du matériel d'enseignement, la formation des enseignants, etc. Donc voilà, en résumé, ce que je retiendrai de cet échange. Je me permettrai de terminer en disant effectivement sur la question du dividende numérique, sur le transfert numérique, il y a effectivement un point, une session qui est prévue dans le cadre de ce colloque sur cette thématique-là. Donc, c'est bien pris en compte dans les discussions. Donc, je pense que ce sera l'occasion d'approfondir cette question-là. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur Samba. Merci à tous pour ce partage d'expérience.